Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Rick and Morty. Aujourd'hui, un épisode un peu spécial, un épisode en mode Game Grumps, en mode gaming, en mode dingueries. Parce que l'épisode de Rick and Morty de cette semaine est un peu osef. Enfin, il n'est pas osef, c'est un solide 6 sur 10. C'est-à-dire que l'épisode il est bien, hein, il y a des bonnes idées, il y a des bons trucs, mais il m'a pas touché au cœur, quoi. Il m'a pas marqué, il m'a pas inspiré grand chose. Du coup, je ne vais pas en parler. À la place, je vais vous parler de 5 œuvres de science-fiction autres à regarder cet été. Alors, pour commencer, hop, je vais vous parler de Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi. C'est un film qui est actuellement au cinéma, qui parle d'astronautes africains. Pour ceux qui ne connaissent pas Jean-Pascal Zadi, en gros, il a fait toute sa carrière sur le fait de mettre en avant des acteurs noirs et des histoires noires dans le cinéma français, plutôt dans le côté comédie. Et là, c'est sa comédie ultime, où il fait une comédie dans l'espace, ce qui est très rare en France. Moi, je connais pas d'autres films français où ils vont dans l'espace. Ah si, il y a eu un film de merde, je vais même pas dire le nom, tellement c'était de la merde. Il y avait une comédie de merde, parodie de Star Wars hyper méprisante, qui était sortie en 2023 ou 2024. C'était vraiment juste du blanchiment d'argent, quoi. C'était vraiment triste. Et du coup, Le Grand Déplacement de Jean-Pascal Zadi, je vais pas vous spoiler, je vais juste en parler, essayer de vous donner envie de regarder. Ce qui est intéressant, c'est que ça parle de thématiques noires, d'un peu de les guéguerres entre les Noirs, les Antillais, les Français, les Noirs martiniquais, guadeloupéens, etc. Mais en dehors de ce truc-là qui est hyper intéressant, c'est que ça parle aussi de vraies difficultés quand tu fais une mission spatiale. C'est que c'est pas le matériel qui peut foirer, c'est aussi les gens. Et du coup, c'est très difficile de gérer des gens, surtout que c'est sur des très longues périodes. C'est un peu un film de colocation au final. C'est-à-dire comment tu vis avec des gens que tu connaissais pas pendant hyper longtemps. Et ouais, le pitch du film, parce que j'ai pas fait, en gros, c'est bientôt la fin du monde. Et du coup, les Africains, ils cherchent une autre planète pour leur peuple. Et ils décident de créer une équipe spatiale et d'aller la chercher elles-mêmes leur planète. Parce qu'ils se disent que comme déjà les Américains et les pays en général, ils veulent pas d'eux, c'est pas quand ils seront dans l'espace que ça va s'améliorer. Je laisse un petit peu le son du jeu au cas où. Et c'est un film très cool. Enfin, en fait, pour vous donner envie de le voir, je vais vous dire que c'est un film très cool, très surprenant, très rigolo. C'est un petit film. Vous mettez pas trop, vous attendez pas à grand chose en allant le voir et vous serez agréablement surpris. Et j'aurai des critiques à faire à ce film, mais je pense que c'est pas l'endroit. Déjà vous l'avez pas vu, parce que je pense que le film il a pas marché de fou. Mais ouais, c'était sympa. Pour parler un peu de SF, il y a une intelligence artificielle qui est un peu rétro-futuriste, elle est un peu en bois. C'est la voix d'Eric Judor, du duo Eric et Ramsey, c'est rigolo. C'est une comédie dans l'espace, c'est rare les comédies dans l'espace, à part dans les Marvel. Et encore c'est assez récent, il n'y a pas vraiment
énormément de gens à qui on autorise à faire de la comédie avec autant de budget. Après, s'il y a quand même des trucs rigolos, si je peux vous teaser des trucs pour vous donner envie, il y a des histoires de pilotage de vaisseau spatial, il y a des histoires de spiritualité dans l'espace, il y a des histoires de... qu'est-ce que je pourrais dire encore? Plein d'histoires, il y a plein de trucs hyper intéressants. Et aussi, il y a un message, il y a le message de est-ce que aller coloniser Mars, c'est pas refaire la même chose que les Blancs ont fait, mais sur un autre endroit, quoi. Et du coup, c'est intéressant. Il y a très peu de films qui abordent cette thématique. Enfin, si, il y a beaucoup de films qui abordent cette thématique, mais il n'y a aucun film qui l'aborde aussi frontalement. C'est tout le propos de Avatar en beaucoup moins de temps. Et ouais, il est sympa. Petit film tranquille. Pas le film de l'année, pas le pire film non plus. Petit film tranquille, à regarder, au calme. Petit film à pirater en vrai. Si je suis honnête, petit film à pirater, à regarder au calme sur son téléphone, se taper une petite barre. Franchement, sympa. Du coup maintenant je vais vous parler d'un deuxième film qui me tient un peu plus à cœur, même si j'aime beaucoup le travail de Zadie. Ce deuxième film c'est Attack of the Block. C'est un film avec cet acteur là qui a joué dans Star Wars. Et en gros, le pitch du truc. Ouais, c'est Mario, il fait les bails. Le pitch du truc, c'est que c'est un quartier. Et je vais pas vous spoiler parce que je me rappelle plus. Mon expérience avec ce film, c'est que je me faisais chier à un Noël où j'étais invité chez des gens quand j'étais jeune. Et du coup, je regardais la télé le soir de Noël en m'ennuyant. Parce que j'étais chez des gens que je connaissais pas et que j'avais pas envie de connaître. Et du coup, j'ai regardé ce film sur Canal+, à la télé, le soir de Noël ou du Nouvel An, je sais plus. Et j'ai vraiment été agréablement surpris. Je m'attendais pas à ce mélange film de quartier et film d'alien. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi bien fait. C'est un film anglais, évidemment. Les Anglais ils sont trop forts. Et je l'ai pas revu. Parce que peut-être j'ai un peu peur que ça soit un film pas bien. Mais le sentiment que j'ai eu en le regardant, il était incroyable. Donc peut-être il faudrait pas que je le revoie. Mais je vous encourage à le voir. Parce que ça se voyait que c'était pas un film à gros budget. C'était un film avec beaucoup de cœur et beaucoup d'ingéniosité. Et c'était... Même avoir l'idée de ça, quoi. Et le faire sérieusement, avec des scènes d'action et des combats et tout. Et franchement, petite dinguerie. Petite dinguerie. Et je peux même pas vous spoiler parce que je me rappelle pas. Je me rappelle juste du sentiment que j'ai eu en le regardant. Où ça m'a... Je me suis dit, waouh. En fait, moi j'ai toujours voulu faire des films. Et souvent les propositions de cinéma ou de sorties ou de trucs, ça me désespère un peu. Je me dis... j'ai l'impression de suivre un peu l'actualité. Du coup je me dis, je sais à peu près tout ce qui sort. Et je vois à peu près que dans tout ce qui sort, il n'y a rien qui me fait envie, quoi. Et là, voir ce film sortir de nulle part, ça m'a remis en tête que non, tu sais pas tout ce qui sort. Et qu'il y a des gens comme toi qui sont absolument pas connus, qui font des dingueries et juste ils ont pas la publicité, quoi. C'était un film qui m'a donné beaucoup d'espoir. Attack on the Block. N'hésitez pas à le regarder et à me dire si c'est vraiment bien. Parce qu'en vrai, je pourrais pas vous dire, mais j'ai bien aimé le sentiment que ça m'a fait ressentir. Et
Quoi dire d'autre? Regardez comment c'est beau. Mario à New York City. C'est magnifique. Hein. Le jeu, c'est Mario Odyssey. C'est un jeu. Je vais vous pitcher Mario Odyssey maintenant. C'est un jeu Mario en 3D où tu te balades dans des environnements et t'attrapes. Et ton but, c'est d'attraper des étoiles et de vaincre les ennemis. Jusque-là, on se dit Osef, Osef à la mort, jeu de merde, qu'est-ce qu'on s'en fout? Nous, on veut jouer à Uncharted parce qu'on n'est pas des bébés cadeaux. Eh bien non, grossière erreur. Parce que le game feel du jeu, il est incroyable. Qu'est-ce que le game feel? Le game feel, c'est le sentiment que tu ressens quand tu joues au jeu. Et Nintendo, c'est des gens, ils font des jeux. Ils font pas des expériences visuelles, je sais pas quoi, mes couilles. Ils font des jeux. Du coup, ce jeu, il est agréable à jouer, mais d'une puissance, tu te sens surpuissant quand tu joues à ce jeu. Et c'est trop kiffant, toutes les idées sont stylées. Regardez ça, j'ai un canon, maintenant je suis un bazooka en 3 secondes. Je fais des trucs de fou. Il y a vraiment ce truc de... Il travaille à mort le sentiment que tu as quand tu joues. Et ça fait des jeux... En fait, Mario, c'est un jeu de parcours au final. C'est ce que Assassin's Creed pense qu'il est. C'est un peu une hot take de fou ce que je suis en train de dire. Mais en vrai, Assassin's Creed, ils ont l'impression d'avoir ce kiff que les gens ils kiffent se balader dans la ville comme on kiffe dans Mario ou dans Zelda, alors qu'on se fait chier dans Assassin's Creed quoi. Alors que là, je suis au top de ma life. En fait, c'est des jeux, c'est ça qui est hyper fort dans ce jeu, c'est un jeu où t'as pas besoin de cartes. Parce que les niveaux ils sont bien designés, du coup tu vas juste là où ton cœur te dit d'aller et tu trouves ton chemin et tu arrives à compléter le monde facilement, t'as pas à galérer, t'as pas à tourner en rond. C'est vraiment un très bon jeu, c'est peut-être le meilleur jeu de la Switch. C'est vraiment incroyable. Et ce jeu, je l'ai pris et c'est... Quel rapport avec la science-fiction vous allez me dire? Il va sur la lune à un moment. Ok? Arrêtez de me casser les couilles maintenant. Mais ce qui est... Pour parler d'un truc encore, un bonus encore plus pour vous, c'est que si vous habitez à Paris, eh bien sachez que le jeu est disponible à la médiathèque de Paris. C'est-à-dire qu'à Paris, les médiathèques, elles peuvent louer des jeux vidéo et elles peuvent même prêter des consoles. Et en général, c'est un prêt de 1 mois. Du coup, pour certains jeux, c'est pas du tout assez. Mais pour Mario, honnêtement, ça va. Là, ça fait 1 semaine que j'ai le jeu. J'ai presque fini. Donc, et je joue pas non plus tous les jours. Donc, honnêtement, c'est gratuit. Profitez-en. Surtout si vous habitez à Paris, vous faites une carte et vous pouvez jouer à tous les jeux. Pas à tous les jeux, il n'y a pas tous les jeux en vrai. Vous pouvez jouer à pas mal de jeux. Moi j'ai fait un Pokémon. Ouais, j'ai pas réussi à le finir Pokémon, c'était trop long. Mais j'ai pu tester la nouvelle gen des jeux Pokémon et honnêtement, j'ai bien aimé. Hein, je trouve qu'ils ont corrigé beaucoup de problèmes des anciens Pokémon et ça reste quand même un peu plus dynamique que les Pokémon classiques, honnêtement. Moi j'ai kiffé tous les jeux Switch auxquels j'ai... Après je suis un pauvre mental. C'est que moi j'ai jamais eu les consoles au moment où il fallait les avoir. Du coup quand j'ai enfin accès à la console de jeu, ben, je me prends une claque, je me prends littéralement 10 ans de technologie dans la tête quoi. C'est-à-dire moi j'avais jamais eu la Switch, j'avais jamais eu la PlayStation 5 ou des trucs comme ça. Ce qui fait que quand je les ai 10 ans après tout le monde, ben, je me prends la claque que j'aurais dû me prendre en 2015 quoi.
Et c'était pareil avec la PlayStation. Mais le seul truc où je me suis pas pris la claque, c'est la PlayStation 3, où je l'ai eu très longtemps après la hype. Et j'avais le PlayStation Plus. Et j'avais pas réussi à m'intéresser en vrai. Je sentais que, bah en fait, c'est le côté, c'est fait pour le jeu en ligne. Et j'avais tellement pris la console longtemps après qu'il n'y avait plus personne, il y avait plus vraiment personne sur les jeux en ligne. Du coup, ça faisait un peu console fantôme sur des serveurs un peu morts, etc. Mais, mais ouais. Sinon, très bon. Et on peut aussi avoir une PlayStation 4 ou une PlayStation 5 à, à la médiathèque, il me semble. Du coup, je vais peut-être me prendre une petite PS5 le mois prochain, ou ce mois-là, s'il y en a encore disponible. En vrai, je devrais pas vous le dire, parce qu'ils sont tellement nuls en communication que je pense que les gens ils savent pas qu'il y a tous ces trucs. Et à chaque fois que moi j'y vais, j'ai l'impression que personne loue de console, personne profite vraiment de la médiathèque. Et en vrai, c'est pour ça que j'ai accès à tous ces trucs-là. Si tous les gens ils s'en servaient vraiment, bah, il faudrait attendre 6 mois pour avoir la Switch, quoi. Donc je devrais pas vous dire, mais je vous aime bien, donc je vous le dis. Mais ouais. Profitez des services publics, profitez du socialisme, du déjà là communiste, qu'est la médiathèque. Ouais. Du coup, Attack on the Block, très bon film, regardez. Et regardez aussi Rogue One, si vous avez l'occasion. C'est le seul film Star Wars qui est bien. Et ouais, regardez-le, c'est cool. Et si vous voulez voir un film du même réalisateur de Rogue One, il y a le film The Creator, qui est un film de SF qui a été tourné à l'arrache avec des nouvelles technologies, c'est-à-dire qu'ils ont tourné sans penser aux effets. En fait, ils ont tout fait en post-prod quasiment. Et c'est hyper fascinant parce qu'en fait, le réal, c'est pas un branleur non plus, tu vois. Le réal, c'est un mec, un pro des effets spéciaux. Et du coup, il a pu se laisser la liberté au tournage de pas s'inquiéter et de savoir qu'il allait réussir à sauver le film en post-prod pour de vrai, quoi. On va vous montrer quelques images. The Creator Making of. C'est que le film, il est pas fou. Ah, il est pas fou. Il est bien, mais il est pas non plus révolutionnaire. Mais la façon de faire les FX, là vous voyez les FX, vous vous dites, waouh, c'est des années de préparation sur fond vert, des acteurs qui jouent contre des balles de tennis et tout. Et en fait, pas du tout. La façon dont il l'a réalisé, est-ce qu'on va voir VFX. En plus, c'est un film à petit budget. Et comme ils sont trop forts, c'est des artisans des VFX des autres films en gros, ils ont réussi à faire un truc de ouf, regardez. Là c'est avec les VFX, là c'est sans. C'est littéralement des scènes nulles quoi. Ils sont trop forts. Tu sais, les scènes elles n'ont aucun intérêt. Hop, ils ont rajouté les trucs. Ça c'est des scènes assez banales au final. Des plans drones. En fait ils sont sous-préparés et c'est juste qu'ils sont trop forts. Et c'est assez impressionnant. Et moi je voulais vous montrer les trucs où ils font les modifications sur les gens. Là, il y avait une voiture de police banale, et boum, il a refait en mode cyberpunk.
voulais voir sur les corps. Sur les corps, c'est vraiment impressionnant. Est-ce que je vais réussir à trouver? Ah voilà. Vous voyez, il a un corps normal. L'image, elle est filmée normalement. Et ils arrivent à remplacer leur cou. Et c'est assez impressionnant. Ça, c'est un mec normal, filmé normalement. Là, c'est un robot. En fait, ils ont juste remplacé ça. Et juste en remplaçant ça, ils arrivent à faire de la SF de fou. Et en soi, c'est pas un truc de fou en termes d'effets spéciaux. Je vois comment ils... Enfin, je suis nul en... J'ai jamais fait de la 3D, donc je saurais pas comment le faire. Mais je vois comment c'est une astuce de truc, parce qu'en vrai, le coup, bah, c'est toujours un peu statique, un peu machin, donc c'est pas... C'est presque comme s'il y avait des marqueurs dans la vraie vie, quoi. Parce que normalement, la façon de faire des VFX, c'est soit tu as un élément dans la vraie vie et tu le remplaces, soit tu crées un prop, un accessoire pour, simuler sur le tournage le truc que tu as et que tu veux remplacer par un truc de fou. Par exemple, un sabre. Un sabre laser, c'est un mauvais exemple, parce que le sabre laser, c'est juste un truc en plastique qui émet une lumière dessus. Mais par exemple, il y a ce fameux truc où quand ils font des monstres, bah, ils mettent des balles de ping-pong pour guider le regard des gens. Et ensuite, ils remplacent la balle de ping-pong par un monstre. Ou bien par exemple, quand Iron Man il a une armure, bah, ils mettent que la tête, que des morceaux de l'armure qui sont en contact avec l'acteur, c'est-à-dire le cou, c'est-à-dire peut-être un peu les mains, pour faire faciliter le travail aux gens des VFX, et ensuite ils remplacent tout le reste. Et là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont créé, ils ont été hyper malins, et se sont dit, qu'est-ce que dans la vraie vie, on peut utiliser comme marqueur VFX. Et après, il y a l'autre méthode, qui est plus casse-gueule et qui donne en général les mauvais VFX, c'est quand il n'y a rien sur le tournage, et les acteurs ils jouent dans le vide, et tu remplaces en post-prod, tu crées en post-prod un peu n'importe quoi. Et c'est ça qui donne les erreurs de VFX en général. Mais là, ils ont été méga forts. Et il y a une vidéo de Corridor Digital, qui est aussi une autre chaîne YouTube où ils font des VFX stylés, où ce créateur-là, il leur parle et il leur explique qu'ils sont allés... le budget de leur film, ils l'ont utilisé pour... Oh putain, j'ai sauté dans le vide comme un connard. Le budget de leur film, ils l'ont utilisé pour voyager à travers le monde et pour aller filmer de façon clandestine des plans dans la rue, des plans qui font comme des plans presque de vlog, tu vois, avec une FX3, qui est une caméra Sony qui coûte 4 000 €. Le film, il a... Tu vois, on dit souvent, pour faire un film, il faut seulement un truc qui filme. Bah là, ils l'ont vraiment fait, quoi. Après, ils avaient 80 millions d'euros aussi. Mais c'est qu'ils ont pris une caméra qui est pas si chère que ça. Enfin, si, c'est super cher, 4 000 €, ne me faites pas dire la merde non plus. Mais c'est une caméra qui est pas non plus à 10 000 €. Parce que les caméras cinéma, elles sont à peu près 10 000 € normalement, 10-15 000 €. C'est une caméra à 4 000 €. Elle est plutôt petite, elle ressemble à un appareil photo. Et juste, elle a une très bonne capacité à gérer la lumière. C'est pour ça qu'ils l'ont choisi. Ce qui fait que tu peux totalement changer les couleurs au montage. Et ça, c'est super pour des effets spéciaux. Parce que du coup, bah, tu peux mieux matcher tes effets spéciaux avec tes images réelles, vu que tu peux changer toute la colorimétrie. Mais ouais, j'en ai assez parlé, j'en ai marre. Du coup, on va passer au prochain truc. Le prochain truc, c'est quoi? On va fermer un peu les onglets.
C'est Star Trek Lower Deck. C'est une série d'animation qui est faite par le troisième créateur de Rick and Morty. Je crois qu'il s'appelle McMahon. Que je dise pas de la merde. Je vais regarder sur le IMDb. Pourquoi c'est le troisième créateur de Rick and Morty? Parce que c'est on appelle ça le showrunner. Mike Mahan, ouais. C'est le showrunner, c'est-à-dire c'est la personne qui reste du premier épisode au dernier épisode et qui fait en sorte qu'il y ait une cohérence et qu'il y ait un truc qu'on ait l'impression que tous les épisodes ils sont écrits dans la même voie. Comme dans Les Simpsons et Futurama, surtout dans Futurama. Matt Groening, c'est le créateur des Simpsons et de Futurama, mais il y a David X. Cohen qui est la deuxième personne qui est là pour faire en sorte qu'il y ait une cohérence dans l'écriture, etc., etc. C'est un peu le deuxième patron, c'est-à-dire que le créateur, c'est le patron qui va aller se battre avec la chaîne, qui va aller, quand la chaîne les censure, qui va aller se hurler sur la chaîne, se battre, faire des menaces, etc. Et c'est ce qui fait Matt Groening. Hein. Comment il s'appelle? Et David X. Cohen, c'est le patron qui s'occupe uniquement des trucs créatifs et qui fait en sorte que les trucs créatifs ils se passent bien. Et je pense que cette structure, elle a été créée pour faire en sorte qu'on puisse virer le créateur de la série et qu'il y ait quand même quelqu'un capable de continuer la série. Mais dans beaucoup de cas, Dan Harmon il s'est fait virer de la série Community. Mais dans beaucoup de cas, surtout en animation, on se rend compte que le deuxième patron, il est dans le camp du premier patron, quoi. Après, c'est vrai que ça a servi de ouf. Par exemple, dans Adventure Time, c'est Adam Muto, qui est le deuxième patron de Adventure Time. C'est le mec qui est resté le plus longtemps sur Adventure Time, parce que le créateur d'Adventure Time, il a démissionné. Et du coup, c'est lui qui a pris les rênes du truc jusqu'à la fin, quoi. Et heureusement qu'il était là, parce que sinon, ils auraient mis Rebecca Sugar, en vrai. Et il y a aussi ce truc où, dans Steven Universe, Rebecca Sugar, elle a plusieurs fois menacé de démissionner. Et voire, elle est partie du projet pour mettre du pied sur la table, tu vois. Et pendant ce temps, il y avait quand même les Ian J. Quartet, qui est le mari de Rebecca Sugar. Comme quoi, c'était pas très malin de mettre le deuxième patron, littéralement c'est son mari. Quel point de négociation vous avez? Vous n'allez pas le faire chanter, quoi, c'est littéralement son mari. Il va pas être du côté de la chaîne, quoi. Mais il y a ce truc où souvent ce deuxième patron il est super utile, quoi. Et du coup, ouais, Mike Mahan, c'est le deuxième patron de Rick and Morty. Et Rick and Morty, ils ont pu faire plein de petits spin-offs. Et l'un des spin-offs les mieux réussis, c'est Star Trek Lower Deck. C'est que ça ressemble beaucoup à Rick and Morty. C'est un peu moins vulgaire, ce qui n'est pas forcément déplaisant. Et c'est dans l'univers de Star Trek, qui me tient pas vraiment à cœur. J'ai jamais vraiment regardé ou étudié cet univers. Mais là, ce qu'ils ont fait, c'est qu'au lieu que ça parle de Spock et de trucs mes couilles, où c'est des grands chefs de vaisseau spatial. Et boum, les problèmes techniques. N'achetez pas ces micros de cons. Ou bien achetez-les. Je ne sais pas, en vérité. Mais ils sont super chiants. C'est que quand ils s'éteignent, ils font aucun bruit. Donc je peux pas savoir qu'ils se sont éteints. Et là, ils se sont éteints pourtant pendant que je parlais de Star Trek Lower Deck. Alors que j'avais fait... après que ça ait coupé, j'avais fait 10 bonnes minutes, trop cool. Et j'avais eu une super belle fin pour
J'étais en haut d'un building et tout, c'était trop stylé. Je vais vous la mettre quand même. Je vais me mettre dans un coin de l'image et comme ça vous pourrez regarder le gameplay quand même. Et en gros là j'ai encore un bon 15 minutes de blabla. 10-15 minutes de blabla. Je sais plus où j'en étais sur Star Trek Lower Deck, mais je vais essayer de pas me répéter. Et je vais vous dire que Star Trek Lower Deck, c'est très bien, c'est très drôle, c'est mieux que toutes les séries pour adultes sur Netflix. C'est dans l'espace, c'est les pauvres dans l'espace, qui est un sujet très peu abordé. C'est un peu Team Galaxy pour les bandeurs de l'époque. C'est un peu Team Galaxy, mais en bien. C'est un peu Team Galaxy, mais en pertinent et avec du budget, et c'est stylé. Et je vais devoir passer à autre chose parce que j'ai déjà beaucoup parlé de cette série. Du coup, j'ai l'impression de me répéter et ça me nuit un petit peu. Mais Star Trek Lower Deck, vraiment, regardez. C'est vraiment cool. Et pour parler d'un truc dont j'avais pas parlé avant, je peux vous parler de Little Demon de Dan Harmon en executive producer. Je sais pas qui fait la série, j'ai oublié de me renseigner. Enfin, je me rappelle plus, j'ai pas vraiment fait attention en vérité. Je m'en bats un peu les couilles, je vais vous le dire. Mais c'est une série qui parle beaucoup d'occulte et du diable, etc. En gros, et il y a Aubrey Plaza, qui est peut-être mon actrice préférée, qui est une actrice dans Park and Recreation. Elle joue un couple avec Chris Pratt, et c'est le couple mec débile, meuf insupportable, typique quoi. C'est limite, c'est le meilleur portrait de cette dynamique de couple, deux cassos ensemble. Et il y a Aubrey Plaza qui joue le rôle de la mère dans la série. Et à la base, j'ai regardé que parce qu'il y avait Aubrey Plaza, parce que j'aime bien sa voix et son ton et son timing comique très sarcastique. Mais en plus, la série, il y a Dan Harmon qui vient mettre sa signature pour que la série elle puisse être faite, j'imagine. Ou je pense pas qu'il écrit dessus, parce qu'il est très fier des trucs qu'il écrit. Et du coup, je pense qu'il en aurait plus parlé s'il était à l'écriture, mais je pense qu'il donne juste de l'argent et des directions. Et c'est quand même très bien. Et ouais, Little Demon, ça parle d'une femme qui est sortie avec le diable et qui est divorcée de lui, et aussi de leur enfant qui est à moitié démon. Et il se passe des petits trucs et c'est rigolo. Mais en vraie dernière série, je voulais vous parler de Keroro. Sergent Keroro. Keroro Mission Titar en français. Malheureusement, la VF de cette série a été perdue à jamais. Je peux pas vous montrer le visuel, là. Je vais vous montrer le visuel quand même. Keroro. Hop. Est-ce que j'ai une scène où je peux vous montrer le visuel? Je sais même pas. I don't even know. Tac. Si. Tout se casse la gueule, le monde part en couille. Le visuel, juste pour vous montrer. En bref, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ce bail-là. Hop. Oui, vous voyez. Vous le voyez. Et c'est une série qui passait sur Télétoon à l'époque. Et ils ont perdu la putain de VF, les bâtards. Ils ont perdu la VF, genre elle est tellement perdue qu'on la retrouve même pas en piratage. Et du coup, moi je l'ai regardée en VF quand j'étais petit. Et la VF, elle n'existe plus, littéralement. Et il y a des forums, des gens qui essayent de se réunir pour essayer de retrouver un épisode par-ci, un épisode par-là. Mais sinon, c'est impossible à trouver. Alors que la série japonaise sous-titrée anglais, elle est entièrement sur YouTube, gratos. Il y a plus de 350 épisodes. Et du coup, vous pouvez la regarder quand même, mais ce sera pas en français. Et à un moment, je suis tellement fan de cette série qu'à un moment, je me suis dit, et si je faisais la VF moi-même avec des acteurs, etc., de voix?
Mais au final, je l'ai pas fait. Parce que je connais pas tant d'acteurs que ça, en vérité. Et ouais. Ouais. Keroro, j'aime bien dire. Keroro, j'aime bien dire que c'est le Simpson des Japonais. Parce que comme les Simpsons, il y a ce côté familial, il y a ce côté parodique, il y a ce côté société, représentant de la société japonaise, il y a ce côté on crée quelque chose, quoi. Il y a ce côté 800 000 épisodes, il y a, il y a tout. Et c'est vraiment une série qui est régulière, qui est bien, les personnages sont fous, ça parle autant d'aliens, d'occulte, de science-fiction, de voyager dans l'espace, il y a des démons, il y a des trucs, autant ça parle d'adolescence, de premier amour, c'est slice of life et conquête spatiale en même temps. Et c'est incroyable. Et c'est un peu, ça fait un peu penser à Dan Dan. Je pense que Dan Dan, ils se sont beaucoup inspirés de Keroro dans ce côté, on mélange des choses futiles et des choses hyper dramatiques comme la destruction d'une planète ou se faire manger par des monstres, se faire attaquer par des aliens. Et je vous fais le pitch de Keroro, même si en vrai on s'en bat les couilles du pitch. Mais en gros, c'est des aliens, ils étaient venus sur Terre à la base pour l'envahir, sauf que les humains qui les accueillent, ils sont super gentils, alors ils prennent goût à vivre parmi les humains, et ils font la vaisselle, ils font des gunpla, ils font des gâteaux, ils kiffent leur vie domestique, et ils oublient qu'ils doivent conquérir le monde. Et du coup, t'as ce truc entre la vie domestique et le moment où ils se décident à conquérir le monde. Et ouais, attendez, j'ai un filtre. Oh bah voilà, j'avais un filtre. Parce que j'avais un green screen pour effacer le fond vert. Et j'avais oublié de l'enlever. Maintenant que j'ai plus de fond vert vu que ça a bugué. Et ouais, Keroro, c'est une série de fous. Et ce qui est fort, là où ils sont plus forts que les Simpsons, c'est un peu les Simpsons s'ils avaient du talent. C'est un peu Team Galaxy si c'était bien fait. C'est un peu Futurama si c'était bien fait. Ils sont beaucoup sur les plates-bandes de Futurama, mais bizarrement, ça n'a rien à voir avec Futurama. C'est-à-dire que ça parle souvent des mêmes sujets, ça parle souvent des mêmes thématiques, des mêmes angoisses, des mêmes défauts humains, mais pourtant ça n'a rien à voir. Et c'est là où tu vois que l'écriture japonaise, ça n'a rien à voir avec l'écriture américaine, et comment Keroro, en fait Futurama, c'est une série que je regarde et que je me dis j'aimerais faire ça, comment ils font ça, et j'arrive à faire ça à force de regarder. Et Keroro, c'est une série où je suis incapable, même 20 ans après, de savoir ce qui va se passer dans un épisode. Tellement ils sont trop surprenants, quoi. Et il y a vraiment 350 épisodes, et ils sont tous sur YouTube. Et il y a des films. Oh, les films Keroro, comment ils sont bien. Ils sont tellement beaux. Ils sont tellement intéressants. Un peu comme Shin-Chan. Je sais pas si vous avez regardé Shin-Chan quand vous étiez petit. Mais Shin-Chan, faut savoir que Shin-Chan, ils font des longs métrages et des séries animées. Maintenant, ils ont arrêté la série classique. Mais ils sortent à peu près un long métrage tous les ans, tous les 2 ans. Et ils ont fait une série sur Amazon avec Shin-Chan. Et à chaque fois, ils ont des concepts de fou. Genre, Shin-Chan, mon père est un robot. Shin-Chan, on est dans l'espace. Shin-Chan, combat de mecha. Shin-Chan, on est des espions et tout. Et l'animation est incroyable. Et vraiment, ces films Shin-Chan là, ils sont sur Amazon Prime presque tous. C'est vraiment une dinguerie, quoi. Et le style de Shin-Chan,
comme un peu le style de Keroro, c'est des styles hyper inspirants parce que ça ressemble pas à du manga classique. Et pourtant, ils ont la puissance d'animation du manga classique. Ça fait un peu penser au combat Naruto contre Sasuke. Le tout premier combat où ils se battent sur l'eau dans la vallée de la mort, là. Le style, il est un petit peu plus enfantin. Et ça ressemble un peu au style de Keroro, en vrai. Ça ressemble pas au style de Shinchan, on va pas exagérer. Mais ça ressemble un peu au style de Keroro. Et ouais. Voilà. Hein. Je vais pas vous retenir plus longtemps. Hein. Mais c'était très cool de pouvoir parler d'autre chose de Rick and Morty. Parce que même moi, j'en ai marre, en vrai. Même si, quel plaisir d'avoir Rick and Morty tous les étés. Et j'ai hâte d'être à l'été prochain pour pouvoir découvrir qu'est-ce qu'ils vont faire pour l'avant-dernière saison. Déjà l'avant-dernière saison, putain de merde. Parce que normalement, il est censé y avoir 10 saisons, sauf s'ils re-signent pour faire encore plus de saisons. Mais je sais pas s'ils ont envie. Mais en tout cas, ça, malgré toutes les critiques, malgré tout le fait que ça soit un peu mid des fois, malgré tout, ça fait plaisir d'avoir une série pour nous accompagner. Ils sont vraiment devenus le Simpson de notre époque. C'est-à-dire qu'ils sont un peu ringards. Mais pourtant, on les aime bien quand même. Et ouais. Voilà, c'est la fin de ce podcast de Rick and Morty. On n'a absolument pas parlé de Rick and Morty, alors que l'épisode était pas mal. Les gens ont donné 8,1 sur 10. Moi, je donnerais un solide 6. C'est-à-dire, l'épisode, il est pas nul. Il est cool, mais je vais jamais le re-regarder, quoi. J'ai pas envie de le revoir. Et ouais. Voilà. C'est la fin de ce 8e épisode de Rick and Morty. La semaine prochaine, l'avant-dernier épisode. La semaine d'après, le dernier épisode de Rick and Morty. Et ensuite, soit j'arrête le podcast, soit je continue le podcast avec des gens où je fais venez me parler de votre épisode préféré de Rick and Morty. Ou soit on revient l'année prochaine. Ou bien, peut-être je vais faire un podcast qui parlera de choses qui n'ont rien à voir. Peut-être je ferai un podcast sur les livres. Parce que j'ai trouvé des groupes Facebook où il y a des gens qui écrivent des livres. Donc ça me ferait kiffer de parler avec des gens d'écriture avec des gens qui écrivent des livres. Parce que si vous ne savez pas, je suis un réalisateur. Du coup, j'écris beaucoup de scénarios, etc. Ou bien, je sais pas, peut-être je parlerai d'une autre série. Peut-être... I don't know, bro. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir est-ce qu'ils vont faire un final de fou ou bien ils vont juste faire un final trop drôle. Mais ouais, la vie est belle. Il y a Rick and Morty, il y a Keroro, il y a Attack on the Block. Oh, j'ai oublié de parler de Murderbot. Bon, vas-y, j'ai 2 minutes pour vous parler de Murderbot. Murderbot, c'est une série Apple TV+. Du coup, personne la regarde. Si vous êtes un hipster de merde qui veut regarder des trucs que personne regarde comme moi, bah, vous pouvez regarder Murderbot. C'est une série qui parle d'un robot de sécurité qui, après un accident, a débloqué une conscience complète et il a plus besoin de suivre le code des robots. Du coup, il continue de faire son travail de robot de sécurité pour pas avoir des problèmes. Mais en vrai, dans sa tête, il est complètement libre et il passe sa journée à regarder des séries dans sa tête et à détester les humains. Vraiment, c'est une série qui est pas du tout connue et on s'attend pas à ce que ça soit aussi bien. Mais c'est vraiment une dinguerie en termes de comédie, en termes de SF, en termes de design, c'est fou. En termes de discours aussi, c'est dingue parce que l'équipage que le robot est censé protéger, c'est un peu des woke du futur où ils essayent d'être dans la non-violence, d'intégrer tout le monde, et on voit à quel point c'est un peu une hypocrisie, à quel point c'est un peu ridicule, mais à la fois c'est pas non plus Trumpiste, tu vois. C'est qu'il y a ce truc où ça parle du féministe blanc un peu mou, et à quel point des fois, pour se défendre, il faut être radical, quoi, parce que t'as des gens, c'est des nazis en face, donc faut se déterre, quoi. Et il faut un féminisme plus radical, un progressisme plus qui a pas peur de se salir les mains, quoi. Et vraiment, très très bonne série, très très bonne surprise. Et le seul bémol, c'est que c'est Apple, du coup, ils diffusent un épisode par semaine. Du coup, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Mais vraiment, très bonne surprise.
Si vous deviez regarder que 2 séries parmi les trucs que je vous ai conseillés, je vous conseille Murderbot, Attack on the Block et Keroro. Murderbot parce que c'est trop bien. Et vous pouvez prendre l'essai gratuit Apple TV+, donc c'est gratuit. Attack on the Block, c'est pas gratuit. Mais je pense que c'est un film qui m'a beaucoup marqué, qui a presque révolutionné ma façon de voir la science-fiction. Ma façon de... En fait, moi, j'ai toujours vu la science-fiction dans un contexte bourgeois. Et là, le voir dans un contexte street, ça m'a fait réfléchir beaucoup. Ça m'a dit, on n'est pas obligé d'être dans des vaisseaux spatiaux gigantesques, d'être dans des halls, dans des palais, presque, dans des vaisseaux qui ressemblent à des startups et tout. On peut ramener la science-fiction dans nos environnements à nous. C'est incroyable. Regardez Murderbot parce que c'est hyper moderne, c'est hyper drôle, c'est hyper bien fait, c'est Apple TV+, de toute façon, c'est plutôt quali. Non, ils ont fait un truc sur Asimov où j'ai trouvé que c'était un peu de la merde, mais ça, franchement, rien à dire. Drôle, puissant, bien fait, un peu déconstruit, un peu des idées politiques intéressantes. Rien à dire, génial. Et Keroro, parce que c'est gratuit, c'est sur YouTube. Et il y a 300 épisodes, donc si vous voulez, vous pouvez commencer Keroro aujourd'hui et regarder un épisode par jour jusqu'à l'année prochaine. C'est bon ou quoi? Là, si vous n'êtes pas satisfait, je sais plus quoi vous dire, quoi. Voilà. C'était l'avant-dernier épisode de Spoilons Rick and Morty, saison 7. Épisode 8. À plus. Dans le bus.